Il y a environ 1 an et demi, je prenais une décision professionnelle inattendue et qui allait totalement chambouler ma vie. En effet, il y a 1 an et demi, je prenais une décision qui était inspirée, motivée, animée par cette question. Quelle vision nouvelle nous permettra au XXIe siècle de franchir une étape supplémentaire dans le progrès de l'humanité vers sa prospérité pour l'établissement de la paix mondiale? Alors, à cette époque-là, j'exerçais la profession d'avocate, inscrite au barreau de Paris. Et puis déjà, depuis près de 20 ans, j'étais en plus bénévole, sur mon temps libre, dans une association qui s'est donnée pour mission d'accompagner les processus qui permettront l'établissement de la paix mondiale. Cette association, l'Institut Rouy, œuvre à travers le monde avec des activités auprès des enfants, des préjeunes, des jeunes et des adultes pour les accompagner, les responsabiliser, pour que l'on prenne conscience que l'on peut être des acteurs du changement. Et un soir du mois de mai, il y a 1 an et demi, lorsque nous venions de terminer les dossiers en cours, la directrice d'une des structures administratives m'informe en fait qu'elle doit prendre d'autres responsabilités et que les membres du conseil ont pensé me nommer pour prendre le relais. Alors, passé l'étape de la surprise et du choc de cette nouvelle, je devais prendre une décision, poursuivre dans ma carrière professionnelle dans laquelle je m'épanouissais, ou me consacrer entièrement et me dévouer totalement pendant un certain nombre d'années à cette cause qui, finalement, si j'écoute autour de moi, est utopique, illusoire, idéaliste. Est-ce que réellement on peut changer les choses? Est-ce que réellement on peut établir la paix mondiale? Et j'avais cette conviction que la paix est aujourd'hui non seulement possible, mais qu'elle est inévitable. Notamment, je me dis, si on regarde le cours de l'histoire de l'humanité est marquée d'étapes, de jalons que nous avons franchis, d'étapes qui ont permis à chacune d'elles de permettre un progrès de l'humanité. Ces étapes sont parfois des découvertes scientifiques, des innovations, parfois également elles sont la conséquence de crises, mais chacune de ces étapes a modifié notre mode de pensée, notre mode d'action, notre relation, nos interactions les uns avec les autres et nos aspirations. Prenons par exemple la question migratoire et les déplacements. Comment est-ce que ces événements nous ont permis de prendre conscience de la richesse que compose, la diversité que compose l'humanité? Prenons les questions environnementales. La crise environnementale, mais également les avancées technologiques, nous permettent aujourd'hui de réfléchir et de chercher des alternatives pour protéger l'environnement. De même que la mondialisation aujourd'hui, qui est présente dans tous les aspects de notre vie économique, notre vie privée, notre vie sociale. Mais il y a encore quelque temps, la mondialisation était totalement impossible à imaginer. La société était formée de clans, de tribus, de familles. Donc toutes ces évolutions nous permettent aujourd'hui de nous dire que la paix est non seulement possible, mais qu'elle est inévitable. Alors évidemment, la paix ne peut pas être juste un mot, une théorie. Un proverbe ivoirien dit « La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement ». Alors en effet, si on veut vivre dans une société juste et prospère, nous devons en être les acteurs. Si nous voulons une société pacifiée et unifiée, est-ce que ce n'est pas à nous de nous changer, mais également de permettre un changement de la société? Finalement, l'apprentissage acquis au cours de toutes ces années dans cette association m'ont permis de prendre conscience que nous sommes les bénéficiaires de la société, mais nous en sommes aussi les initiateurs de cette société dans laquelle on vit. Que nous sommes responsables de la société dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous vivons, mais également de la société que nous allons léguer. Alors, quels sont ces comportements, quelles sont les étapes à franchir pour pouvoir aller vers cette paix? Car il est évident que nous ne pouvons pas rester au stade de la théorie, mais qu'il faut agir. Comment? Ce qu'on a réussi à mettre en évidence, c'est qu'il y a des jalons encore à atteindre avant de pouvoir atteindre cette paix mondiale. 2 jalons peuvent être mis en évidence. L'unité du genre humain. Une première étape est donc de prendre conscience que nous formons une seule et même entité, une seule et même famille, la famille humaine, et nous devons essayer d'établir cette unité du genre humain. Un deuxième jalon est celui de la prospérité. Prospérité matérielle, mais également prospérité spirituelle.
Et chacun de ces jalons appelle une vision nouvelle de ce concept, mais aussi une vision nouvelle de notre rôle, du rôle que nous pouvons jouer pour atteindre ce jalon, ces jalons qui vont nous permettre ensuite d'atteindre la paix mondiale. Alors, quelle vision nouvelle pourrions-nous avoir de l'unité du genre humain ? Nous sommes, comme je disais, aujourd'hui conscients que l'humanité est constituée d'une grande diversité, diversité culturelle, diversité linguistique, diversité religieuse, diversité sexuelle, et c'est cette diversité qui fait la richesse de ce monde dans lequel nous vivons. Mais comment vivre dans cette diversité ? Comment gérer les interactions dans ce monde si divers ? Alors, il est, je pense, vous serez d'accord avec moi, évident que le conflit et l'opposition ne peuvent pas être la règle sociale de notre humanité. Alors, comment pourrions-nous créer de l'unité au sein de tant de membres divers dans une même famille ? J'aimerais emprunter une analogie que je trouve très parlante, l'analogie du corps humain. Regardons le corps humain. Comment est-il constitué ? D'organes, de cellules, de formes différentes, de fonctions différentes, de responsabilités différentes. Aucun organe et aucune cellule ne peut vivre hors du corps humain, car la viabilité de chaque organe et de chaque cellule dépend de la santé globale du corps humain, de même que la santé du corps humain dépend de la viabilité de chaque cellule et de chaque organe. Peu importe leur taille, peu importe leur responsabilité, chaque cellule, chaque organe est indispensable au bon fonctionnement de l'ensemble. Par extension, est-ce qu'on pourrait considérer que le bien-être de chaque segment de la population, le bien-être de chaque individu, de chaque famille, de chaque peuple, dépend du bien-être de l'ensemble de l'humanité? Est-ce qu'on pourrait considérer que la prospérité de chaque individu dépend de la prospérité de l'ensemble? Mais alors, si on part dans cette direction, comment est-ce qu'on définit la prospérité? Qu'est-ce que la prospérité? Est-ce que vous avez déjà essayé de réfléchir à qu'est-ce qu'était la prospérité? Et j'ai fait l'exercice de chercher des synonymes à prospérité. Les premiers mots qui sortent, ce sont aisance, fortune, richesse. En fait, la prospérité, nous avons tendance à la définir par des indicateurs économiques matérialistes. On jauge de la prospérité par les biens dont on a à notre disposition. Certaines sociétés ont atteint ce qu'aujourd'hui on définit par la prospérité. Mais alors, est-ce que cette prospérité nous a permis aujourd'hui d'être heureux ? J'ai tendance à penser qu'on vit aujourd'hui dans une société de surconsommation. Surconsommation de biens, surconsommation d'aliments, surconsommation de plaisir. Donc on pourrait penser qu'on a atteint la prospérité puisqu'on a atteint ce bien-être matériel finalement qu'on cherche. Mais sommes-nous pour autant heureux? Et surtout, avons-nous pour autant atteint une prospérité matérielle universelle? Est-ce que finalement, cette boulimie matérialiste dans laquelle nous vivons ne cache pas plutôt une frustration plus profonde, des questions auxquelles nous n'avons pas encore trouvé de réponse, des questions comme qui nous sommes, dans quel but nous existons, comment nous devrions ou nous pourrions vivre nos vies et comment nous devrions agir les uns avec les autres. Alors, ces questions, je ne suis certainement pas la seule à me poser. Prendre en compte une dimension autre que matérielle, je ne suis certainement pas la seule à être dans cette réflexion. Regardons quelques-unes des problématiques aujourd'hui qui sont au cœur de l'action d'individus, d'associations, d'ONG, les droits de l'homme, la lutte contre les préjugés, la protection de l'environnement, l'économie solidaire. Et je vous laisse remplir les trous qui restent, il y a encore tellement de sujets qui montrent qu'aujourd'hui l'humanité est en quête d'autre chose que d'une prospérité matérielle. Et il est évident que nous devons atteindre ces deux prospérités matérielles et spirituelles qui vont de pair pour pouvoir atteindre l'unité, pour pouvoir atteindre la paix mondiale. Mais alors, si ce changement est inévitable, si ce changement est possible, qui sont les protagonistes de ce changement? Qui va permettre que ce changement se réalise réellement? Alors, dans le sein de l'association, on a réussi à identifier 3 protagonistes que nous connaissons tous, les individus, la communauté et les institutions. Ce sont des protagonistes qui font partie de notre vie, les individus, ce sont nous-mêmes.
on fait partie d'une communauté et les institutions, on en fait plus ou moins partie, en tout cas certains plus que d'autres. Mais si l'on regarde la relation entre ces trois protagonistes aujourd'hui, finalement, le dialogue est rompu entre ces trois protagonistes. Le dialogue est rompu parce qu'on a l'impression que les intérêts des individus ne sont pas pris en compte par les institutions attendent peut-être plus des individus. Alors, comment on fait pour reconnecter ces trois protagonistes ? Est-ce qu'il ne faut pas en fait une vision nouvelle du rôle de chacun de ces protagonistes et une vision nouvelle aussi de l'interaction que peuvent avoir ces trois protagonistes ? Alors, pourrait-on considérer que l'individu est le premier maillon de la chaîne, le maillon indispensable à ce changement ? Premier maillon, pourquoi ? Et pourquoi indispensable ? Puisque sans l'individu, sans une action concrète, aucun changement ne peut aboutir. Donc finalement, c'est l'individu qui va faire le pas, c'est l'individu qui va réussir à mettre en pratique des théories, des principes, des projets. C'est l'individu qui vit dans un voisinage, qui vit dans un quartier, dans une ville, dans un village. C'est l'individu qui peut prendre en main des projets et initier des actions. Le concret, donc, est la conséquence d'une action de l'individu. Donc l'individu est ce premier maillon indispensable. Les individus, comme je disais, nous sommes tous différents et cette diversité est importante à maintenir. C'est ce qui fait la richesse de la communauté, justement. La communauté peut être définie, à la différence d'un simple ensemble, par un ensemble d'individus avec des intérêts, des fonctions, des responsabilités différentes, mais qui travaillent tous dans le même but, avec la même vision. Et enfin, les institutions. Peut-on considérer que les institutions, déjà, sont composées des individus, mais qu'en plus, elles ont pour mission d'aider la communauté, d'accompagner la communauté à stimuler et à développer les actions individuelles, à permettre de libérer la potentialité de chaque individu. Le schéma que je voudrais vous proposer, qui est un schéma qui est déjà mis en œuvre dans le cadre de cette association, est un schéma qui se base sur un fonctionnement avec quelques mots-clés qui sont l'apprentissage, la coopération et la consultation. Chaque individu va avoir une action concrète dans un espace géographique donné. Cette action va forcément donner lieu à un apprentissage. Ces apprentissages sont alors mis en commun, ces apprentissages qui viennent du quatre coins du monde, parce que ce sont les mêmes activités avec les enfants et avec les très-jeunes qui ont lieu en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique. Partout, ce sont les mêmes activités avec la même vision que l'unité est possible, que la paix est possible. Mais ces activités vont donner lieu à des apprentissages différents. Ces apprentissages sont mis en commun. Et de ces apprentissages, les institutions vont pouvoir tirer des leçons qui seront la base de leurs décisions. Mais plutôt que de parler de décision, j'aimerais parler de suggestions et de propositions. Les institutions vont pouvoir, en se basant sur l'apprentissage donc de la base des individus, proposer et faire des suggestions d'actions, de principes, de projets. Et ces suggestions sont faites à la communauté, puisque la communauté va permettre à chaque individu de libérer son potentiel, de libérer sa créativité et de se mettre en mouvement pour aller vers un changement. Et donc, on est dans un cercle vertueux qui ne s'arrête jamais, puisque les institutions se basent toujours sur les apprentissages individuels et collectifs. Alors, ces apprentissages, comme je disais, viennent des quatre coins du monde, elles viennent de moi, elles viennent de vous. Donc je vous passe le relais aujourd'hui. Quel choix pouvez-vous faire ? Quel choix pouvons-nous faire tous ensemble pour que la paix mondiale ne soit plus juste une illusion, une utopie, mais qu'elle devienne une réalité, peut-être pas pour nous, mais pour les générations futures, mais au moins que nous essayions, nous, d'établir l'unité du genre humain, la prospérité matérielle et spirituelle universelle. Je vous remercie.